Donc, je vous propose maintenant d'aller vers l'incontournable modèle de Kirkpatrick, qui va finalement aujourd'hui servir de point de départ à la fois dans toute recherche sur l'évaluation de l'information, puisque ce modèle est nécessairement cité. Et nous verrons également tout à l'heure que ce modèle est très très implanté en fait aujourd'hui dans la culture des entreprises. Alors aux États-Unis très fortement bien sûr puisque ce modèle est né là-bas, au Québec, mais également en France. Donc le modèle de Kirkpatrick finalement définit quatre niveaux d'évaluation de la formation. Ce que je vous propose ici, ce sont les premières définitions telles qu'il les a énoncées dans ses tout premiers articles. Donc le premier niveau étant le niveau d'évaluation de la satisfaction. Il s'agit ainsi d'évaluer ce que les participants ont ressenti à l'issue de la formation. Le deuxième niveau est celui des apprentissages. Donc, ce qu'il entend dans ce modèle par évaluation des apprentissages, c'est l'acquisition de connaissances, de compétences ou de changements d'attitude. Très clairement aujourd'hui, on a beaucoup d'autres définitions bien plus riches sur le plan théorique de l'apprentissage. Donc j'insiste, ce sont bien les définitions du modèle de Kirkpatrick. Le niveau 3 que j'ai appelé comportement, mais qui en fait en français va plutôt s'appeler transfert. J'ai fait une traduction littérale de l'anglais au français. Dans quelle mesure il y a un changement de comportement après la formation en situation de travail? Donc on va questionner finalement la transférabilité des acquis de la formation en situation de travail. Et puis l'évaluation des résultats, c'est-à-dire l'impact de la formation sur l'organisation, l'entreprise, l'organisation, à l'aide d'indicateurs comme l'augmentation de la productivité, la réduction des coûts, l'amélioration de la qualité. Donc là, c'est vraiment les impacts et les effets. En fait, on parle d'impact ou d'effet de la formation sur l'entreprise ou l'organisation au sens large. Et puis, on a également un cinquième niveau qui a été introduit par Philips en 97, qui est le ROI, le retour sur investissement. Et en fait, c'est un concept qui a été exporté finalement dans le domaine de la formation pour pouvoir, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que finalement le point de départ des modèles d'évaluation de la formation, c'était la réponse à des demandes d'entreprise sur la question de la productivité, du ratio, de la productivité en fait des actions de formation. Et donc Philips a proposé donc cette formule. Je voulais proposer ici parce qu'en fait elle a l'air très très simple. On se dit que finalement c'est pas très compliqué, mais dans la réalité, très clairement, elle n'est pas suffisante en tant que telle pour pouvoir calculer le retour sur investissement. On le verra tout à l'heure. Dans le cas, par exemple, de formations qui sont des formations métiers, qui vont être en lien avec le développement de la productivité dans une usine, on va avoir des indicateurs terrain qui sont facilement appréciables. Dès lors que vous faites par exemple des formations sur du management ou des formations sur du savoir-être, etc., etc., on a beaucoup plus de difficultés à mettre en place des calculs de ROI. On peut également mentionner le ROE, qui est le retour sur les attentes, qui, dans la démarche, en tout cas dans la méthodologie, est quand même plutôt intéressante, puisque finalement, il s'agit en fait, dès le départ, de faire exprimer les attentes du commanditaire, donc vraiment de les faire expliciter, de se mettre d'accord avec le commanditaire, et puis ensuite de lui faire attribuer en fait une valeur lorsqu'il a listé les indicateurs en fait de réussite. Pardon, excusez-moi. Et puis ensuite, ces valeurs-là, finalement, on va les utiliser et les réinjecter dans un calcul de ROI. Et puis ensuite, le programme de formation va se dérouler et puis on va retourner voir un petit peu le commanditaire qui va avec les valeurs finalement qu'on aura pu attribuer et qui va bien et qui va nous faire un retour en fait sur la formation.
Donc je vais un petit peu vite sur ces points-là. Alors, le modèle de Kirkpatrick, finalement, il est finalement très très opérant et il a le mérite de pouvoir bien préciser les différents niveaux d'évaluation et donc à côté de ça de permettre de bien identifier les objectifs que l'on vise lorsqu'on met en place une action de formation. Est-ce que l'on vise finalement la satisfaction? Est-ce que l'on vise les apprentissages? Est-ce que l'on vise le transfert? Est-ce que l'on vise l'impact, est-ce que l'on vise la productivité, etc., etc. Donc l'idée, c'est que le modèle de Kirkpatrick, c'est finalement une typologie de l'évaluation de la formation. Et dans ce sens-là, c'est un modèle qui est très intéressant et ça explique aussi sa popularité en fait aujourd'hui auprès des praticiens dans les entreprises. Maintenant, sur le plan scientifique, bien qu'on continue à l'appeler modèle, sur le plan scientifique, on a beaucoup de recherches en fait qui ont essayé d'étudier en fait les liens de causalité entre les différents modèles. Je vais peut-être vous remettre les différents modèles de tout à l'heure. Notamment, vous avez beaucoup de recherches qui ont regardé le lien entre la satisfaction et l'apprentissage, ou des recherches qui vont regarder le lien entre l'apprentissage et le comportement. Est-ce que si j'ai appris des choses, je suis capable de pouvoir les transférer en situation de travail, etc., etc. Et dans la première présentation de son modèle, il laissait quand même penser qu'il y avait cette espèce d'idée de causalité entre les différents niveaux, et c'est quelque chose qui a été beaucoup remis en question par la suite dans la recherche. Donc je reviens aux critiques du modèle de Kirkpatrick. Ce qu'on lui a reproché également, c'est le fait que finalement la spécification des différents niveaux, les définitions que je vous ai données tout à l'heure, en fait, elles étaient très 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 imprécises. Lorsque l'on dit que la satisfaction, c'est finalement ce qu'ont ressenti les participants à l'issue de la formation, eh bien c'est une définition qui laisse quand même un champ libre à interprétation. De même pour l'apprentissage, on l'a vu tout à l'heure, on a des définitions qui aujourd'hui sont beaucoup plus complexes. Et l'autre point également euh, est lié au fait que le modèle n'est pas assez contextualisé. Et notamment, il ne tient pas compte du type de compétences visées par la formation. Ce qu'on disait tout à l'heure, comment évaluer l'impact financier, par exemple, des formations sur le thème du management, du leadership, de la communication, etc. Et puis, c'est aussi un modèle qui ne tient pas compte d'autres variables susceptibles d'avoir un impact sur le transfert, comme l'opportunité de transférer, le climat de transfert. On verra ça à la fin de l'intervention. Donc voilà, donc ça reste finalement un modèle assez simple et qui n'a pas su intégrer d'autres variables et qui peuvent avoir un impact très fort sur les différents niveaux. Alors, ce que je vous propose maintenant de regarder, c'est le travail que j'avais entrepris dans le cadre de ma recherche qui a porté sur l'évaluation de la satisfaction en formation pour adultes. Et j'avais regardé un petit peu quel était l'état des lieux des pratiques d'évaluation dans les entreprises aux États-Unis, au Québec ou en France. Donc, quand on regarde le tableau que vous avez sous les yeux. Donc, on va retrouver les quatre niveaux de Kirkpatrick. Et en fait, vous avez l'ASTD qui a publié pendant plusieurs années justement un rapport sur l'état de l'industrie de la formation dans l'entreprise et notamment des données sur les pratiques d'évaluation de la formation. Alors, il faut savoir qu'en France, on a très peu de données là-dessus. Je vous en proposerai tout à l'heure. Par contre, il y a eu une publication du CEREC en 2015, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les pratiques d'évaluation de la formation, qui est plutôt intéressante, voilà. Mais on a finalement très très peu de données. Quoi qu'il en soit, ce que cela nous permet quand même d'observer, c'est que finalement, le niveau qui est le plus évalué euh, lorsqu'on parle d'évaluation de la formation, c'est l'évaluation de la satisfaction. Et puis on voit que plus on augmente dans les niveaux de Kirkpatrick,
eh bien, plus on diminue dans les pratiques d'évaluation de la formation. D'accord? Donc, vous voyez au niveau de l'apprentissage, du comportement et des résultats. Si on regarde un petit peu ce qui se passe au Québec, euh, on voit que c'est un petit peu différent puisque finalement, on évalue plus, pardon, on évalue beaucoup plus l'apprentissage que la satisfaction, bien euh, qu'on évalue quand même le premier niveau de Kirkpatrick. Donc c'est assez intéressant. Alors après, on peut se poser des questions de comparaison finalement entre ces différentes données. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les méthodologies peuvent varier aussi d'une étude à une autre, mais également culturellement, on va voir que enfin, la question de la culture, elle est aussi importante. La culture et également les systèmes de financement de la formation professionnelle, etc., qui vont aussi permettre de pouvoir un petit peu expliquer ces chiffres. Pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Et donc en France, vous avez là une étude, je pense il y en a pas beaucoup plus, il y en a peut-être deux ou trois, mais globalement sur un échantillon de 82 entreprises, vous avez environ 73% d'entre elles qui s'assurent de ce qu'ils appellent adéquation besoin-formation. Donc, ce qui paraît quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, on voit pas ce point-là dans le modèle de Kirkpatrick. 69% qui recueillent l'avis des participants, donc la satisfaction, 47% qui mesurent le transfert, 26 les apprentissages et 19 des données d'impact. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces données? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ce que l'on évalue le plus, c'est quand même la satisfaction en formation lorsqu'on regarde les pratiques d'évaluation dans les entreprises. Et donc, la question que je me suis posée, qu'est-ce qu'il se passe dans le monde de la recherche? Et de quoi parle-t-on dès lors qu'on va parler d'évaluation de l'efficacité de la formation? Et quelles sont les variables cette fois-ci que l'on va considérer? Quels sont les niveaux auxquels la recherche va s'intéresser? Puisque ce premier constat que l'on vient de faire sur les pratiques d'évaluation peut nous amener à penser que si ce que l'on évalue le plus, c'est la satisfaction, eh bien finalement, la satisfaction est un critère d'efficacité de la formation vue sous l'angle des pratiques évaluatives en entreprise. D'accord? Alors je grossis un petit peu le trait, hein. On verra que c'est pas aussi simple que ça, mais alors du côté de la recherche, quand on regarde finalement les critères considérés dans la recherche évaluative sur la question de l'efficacité de la formation, donc là je me suis basée sur une méta-analyse qui justement a recensé dans une base d'articles les variables qui ont pu être étudiées dans le modèle de Kirkpatrick. On voit qu'en fait les résultats que finalement c'est plutôt le critère apprentissage qui va être le plus étudié dans les recherches qui vont porter sur l'efficacité de la formation, contre 31% pour le critère comportement et 7% pour le critère résultat. Et vous voyez que le critère réaction, c'est-à-dire le critère satisfaction, en fait, on n'a que 4%. Autrement dit, la recherche évaluative sur l'efficacité de la formation, elle est beaucoup plus centrée sur la question des acquis de la formation. Et très clairement, il y a très très peu de recherches sur la satisfaction en formation.